Si le retour à Hawkins est prometteur, les frères Duffer prennent des décisions scénaristiques risquées, des décisions qui auront des conséquences et qui pourraient même changer la perception de la série dans son ensemble. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Le 6 novembre 1983, Will Byers disparaît dans la petite ville de Hawkins, dans l'Indiana. Nous avons suivi les recherches menées par sa famille et ses amis, aidés d'une mystérieuse jeune fille au pouvoir extraordinaire. 9 ans se sont écoulés depuis que la série a inauguré une nouvelle ère pour la télévision en streaming, contribuant à redéfinir le genre en décuplant son ampleur, son ambition et son impact culturel. L'attente du retour de la série a été particulièrement longue. Plus de 3 ans se sont écoulés depuis la saison 4. À l'instar de celle-ci, les épisodes du volume 1 ont une durée proche de celle d'un long métrage, bien que les frères Duffer semblent ménager leur rythme en vue du final de 2 heures. Avec 3 épisodes supplémentaires prévus pour décembre et 1 pour le 1er janvier, Stranger Things entame son chapitre final intense, exigeant et plus ambitieux que jamais. Mais la série a aussi perdu une grande partie de la chaleur qui la caractérisait, ressemblant moins à une intrigue centrée sur les personnages et aux véritables enjeux émotionnels qu'à une longue scène de bataille finale. Au début de la saison 5, 18 mois se sont écoulés depuis que Vecna a ouvert les portails vers le monde à l'envers à Hawkins, plongeant la ville dans la panique. Depuis, l'armée occupe Hawkins et l'a transformée en zone de quarantaine, obligeant les habitants à rester confinés. Certains occupent leur temps en menant une vie normale, en allant à l'école ou en espionnant l'armée. Le groupe utilise une émission de radio comme couverture pour ce qu'ils appellent des incursions, une opération organisée visant à envoyer Hopper dans le monde à l'envers afin de trouver et d'éliminer Vecna sous le nez de l'armée. Le plan stratégique, après plusieurs tentatives, transforme chacun en héros d'action. Personne ne se relâche ni ne fait de cadeaux cette saison. Même Dustin, en pleine rébellion, se met à l'œuvre, métaphoriquement, grâce à son talent pour la radio. Chacun a parcouru un long chemin ces 5 dernières saisons, et c'est un voyage doux amer nostalgique de constater le fruit de leur évolution. Souvenez-vous, dans la saison 1, quand les garçons paniqués tentaient frénétiquement de tuer un démogorgon avec un lance-pierre jusqu'à ce que 11 utilise ses pouvoirs, maintenant ils sont presque aussi grands que le démogorgon et le frappent à coups de pelle sans l'aide de 11. Le problème, en découvrant le résultat final, c'est que rien ne semble aussi révélateur que la transformation de Steve Harrington, passant du stéréotype du sportif populaire au babysitter dans la saison 2, ou la découverte par 11 de son indépendance et de son adolescence dans les saisons 2 et 3. Hormis Will, l'évolution des personnages est minime dans la saison 5. Linda Hamilton rejoint la série dans le rôle de la nouvelle méchante humaine, la Dr. K, un rôle plutôt morne qui pourrait prendre de l'importance dans le volume 2. Hopper et Joyce sont les plus frustrants, surtout quand on voit l'interprétation impeccable de Winona Ryder et Harbour. C'est triste de constater que les meilleurs acteurs de la série n'ont quasiment plus rien à faire. Ils tournent en rond depuis au moins 4 saisons. Hopper aura toujours du mal à laisser 11 voler de ses propres ailes, à cause de la mort de sa fille. Et Joyce restera toujours la mère surprotectrice qui fait de même avec Will. Certes, c'est intéressant de voir 11 exploiter l'étendue de ses pouvoirs, mais en quoi cela révèle-t-il quoi que ce soit de différent sur la femme qu'elle est devenue par rapport à la saison 4 ? Bronn est convaincante dans le rôle d'une héroïne déterminée, mais le manque de profondeur de l'histoire de 11 est flagrant cette saison. Le manque d'évolution des personnages dans la saison 5 s'explique peut-être par l'attention intense portée à Will. C'est sans doute l'amélioration la plus flagrante de ces nouveaux épisodes. La façon dont les frères Duffer traitent Will dans la saison 5 représente un progrès considérable par rapport aux saisons 3 et 4. La dernière fois que Noah Schnapp a bénéficié d'un rôle à la hauteur de son personnage remonte à la saison 2, où il était incontestablement le meilleur acteur de la série. Une grande partie des difficultés que rencontre Will pour son retour en tant que personnage principal reste implicite, mais les sous-entendus rendent son évolution d'autant plus marquante. L'histoire mêle avec brio ces tourments d'adolescents harcelés qui tentent de se reconstruire après un traumatisme et par la même occasion comprendre sa sexualité et son lien avec Vecna et le monde à l'envers. Noah Schnapp porte le poids émotionnel de cette saison, avec l'aide de Winona Ryder, tandis que sa mère tente de gérer le passage à l'âge adulte de son fils. Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin et Matarazzo, les meilleurs amis de Will, incarnent à merveille le sentiment bien connu des amis d'enfance que le collège et des intérêts différents éloignent, avant qu'ils ne retrouvent leur complicité indéfectible. Bien qu'ils n'aient plus 12 ans, leur affection et leur attention envers Will atteignent la même profondeur sentimentale qu'à la saison 1, lorsqu'ils n'étaient que de jeunes garçons jouant à Donjons et Dragons.
Mais l'âge est véritablement le talon d'Achille de la série, un sujet tabou qu'il est de plus en plus difficile d'ignorer. La série atteint un point faible lorsque les disputes entre Joyce et Will se focalisent trop sur le fait qu'il est encore techniquement un enfant, alors que Vecna est censé dominer Will et intimider les autres. Seul Schnapp est bien plus grand qu'il a 4 saisons, et, ironiquement, il débite certaines de ses répliques d'adolescent les plus maladroites comme s'il manquait de confiance en lui en tant qu'acteur. Le fléau du vieillissement ne frappe pourtant pas Will le plus durement. Sa plus grande victime est la petite Holly Wheeler, qui n'est plus si petite. La sœur cadette de Nancy et Mike était auparavant interprétée par les jumelles Aniston et Tinsley Price pendant les 4 premières saisons, et est désormais incarnée par Nell Fisher, dans une version modernisée du personnage. Fisher est absolument surréaliste dans le rôle de Holly, et elle livre une performance d'une grande intensité tout en faisant ressurgir l'innocence de la série lorsque les garçons et Bron étaient jeunes. Le changement d'actrice est clairement dû au besoin d'un talent exceptionnel capable de porter l'intrigue de Holly cette saison, et non au fait que les jumelles soient trop âgées pour leur rôle. Fisher, 14 ans, n'a qu'un an de plus que les jumelles, 13 ans, et n'a visiblement pas 7 ans. Sa maturité est si impressionnante que le moindre rappel qu'elle est à l'école primaire fait sortir les spectateurs de l'univers fictif. Ce n'est pas la faute de Fisher, qui livre une performance impeccable. Le problème, c'est que Holly est écrite comme une adolescente de 12-13 ans se faisant passer pour une enfant de 7 ans, ce qui est bien pire qu'un groupe de jeunes de 20 ans essayant de se faire passer pour des adolescents de 16 ans. Un événement impliquant Holly réunit tout le monde dès le début de la saison. Un retour aux sources bienvenu après les dernières saisons où les personnages étaient répartis en 3 ou 4 groupes, chacun suivant son propre arc narratif avant de se rejoindre dans le final. Le fait que tout soit sur la même longueur d'onde, même séparé, offre une conclusion joyeuse à ce volume hors du commun. Mieux encore, la saison 5 reprend de nombreux éléments qui ont fait le succès de la première saison, offrant à ses racines une nouvelle dimension qui reflète son évolution. L'ouverture de l'album photo des souvenirs par la série pose certains problèmes, et ceux-ci ne sont pas nouveaux. La force des 2 premières saisons résidait dans la subtilité avec laquelle les influences des années 80 étaient utilisées. Les effets sonores, le montage dynamique et les blagues potaches étaient intégrés avec finesse. Mais leur utilisation, à bon escient, faisait mouche. Dans la saison 5, Stranger Things pousse le bouchon un peu trop loin. Dès le premier épisode, on constate une surabondance de plans rapides sur des bruits de claquements, que ce soit sur une table ou au sol. Une séquence entière d'émissions de radio est consacrée à se moquer de l'abus de bruitage assourdissant, un abus que la série perpétue ensuite sans la moindre ironie. Robin est malheureusement devenue un exemple flagrant de personnage régressant, se cantonnant au rôle d'un personnage pour divertir, notamment lorsqu'elle casse l'attention dans des scènes pourtant cruciales. Les frères Duffer semblent craindre de laisser la série exprimer tout son potentiel dramatique, sauf dans les moments les plus critiques. On note également quelques effets spéciaux sur fond vert, particulièrement ratés, sans doute parce que la série cherche à en faire un blockbuster plus important qu'elle ne le devrait. Frank Darabont a réalisé l'épisode 3 de ce premier volume, le premier des 2 épisodes qu'il réalise cette saison. Bien que mieux filmé et plus abouti que certains autres épisodes de la saison, il ne se distingue pas particulièrement comme une œuvre de Darabont. C'est un peu décevant, étant donné que Darabont est un vétéran du genre horrifique et connu pour avoir adapté plusieurs œuvres de Stephen King, qui ont d'ailleurs influencé Stranger Things. Toutefois, l'épisode contient l'une des scènes de combat les plus palpitantes, intelligemment réalisées et montées de toute la série. Stylistiquement, l'épisode le plus marquant de la saison jusqu'à présent est l'épisode 2. Lorsque Stranger Things bascule pleinement dans l'horreur, l'épisode crève l'écran. Bien qu'il ne soit pas le personnage principal, la série donne souvent l'impression d'être ce que Steve serait s'il était une série télé, un aspirant adolescent ringard qui tente de s'intégrer à la bande de lycéens de l'époque, des années après avoir obtenu son diplôme. Il y a des moments vraiment loufoques qui méritent bien quelques soupirs d'exaspération. Après tout ce temps, pourquoi y a-t-il toujours quelqu'un pour se moquer d'une théorie, même si elle n'a aucun sens? Qu'y a-t-il de logique dans une dimension parallèle gouvernée par un être de Donjons et Dragons? Et pourquoi la série n'a-t-elle pas le courage de tuer un personnage auquel les spectateurs sont attachés de temps en temps? D'ailleurs, Max est toujours là, toujours dans le coma, mais il est conseillé de ne pas désespérer. Mais cette fantaisie, cette mythologie complexe et cet entraînement de super-héros débouchent sur des révélations satisfaisantes qui soulève des questions essentielles sur les liens entre tous les éléments. L'énergie n'est plus aussi fulgurante qu'à ses débuts, mais elle est différente et captive toujours autant les spectateurs. Les premiers épisodes de la saison 5 prouvent que Stranger Things a encore de beaux jours devant elle, promettant un final réussi, imprégné de l'humour, de la tendresse et des frissons caractéristiques de la série. Si je devais décrire la première partie de la saison 5 en un seul mot, ce serait ambitieuse. L'intrigue se complexifie avec tous les éléments qui s'entremêlent à Hawkins, dans le monde à l'envers et dans l'univers mental déroutant de Vecna. Les 4 premiers épisodes de cette saison prennent des risques avec les personnages, risquant de créer des divisions à l'approche du dénouement.
Cela ne signifie pas pour autant que cette ultime saison soit ratée. En réalité, certaines scènes des 4 premiers épisodes sont remarquables. Certes, le long délai entre les saisons fait que certains rebondissements n'ont pas le même impact émotionnel que si la série n'avait pas mis près de 10 ans à raconter une histoire qui se déroule sur 4 ans. La durée du triangle amoureux entre Nancy, Jonathan et Steve est peut-être plausible dans la réalité, mais cette intrigue secondaire est-elle encore nécessaire 9 ans plus tard ? Au-delà des relations amoureuses, certaines révélations fracassantes ne manqueront pas de faire parler d'elles, voire de susciter des critiques, compte tenu des précédents épisodes. Chaque aspect de la série a fait l'objet d'innombrables théories. Si vous êtes familier avec cet aspect de la communauté de fans, vous savez que presque tout a déjà été spéculé. D'une certaine manière, certains rebondissements de la saison 5 paraîtront prévisibles. Cela dit, je félicite les frères Duffer d'avoir pris des risques au lieu de jouer la carte de la sécurité à l'approche de la fin de Stranger Things. On peut qualifier la série de bien des façons, mais elle n'est pas ennuyeuse. Même si certains choix narratifs peuvent diviser, Stranger Things a encore le temps de conclure en beauté. Et du coup, vivement le volume 2. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.